Bonjour tout le monde. On a terminé la dernière fois les 3 causeries qui essayaient de nous éclairer sur l'origine de Daesh et comment ça fonctionne, le rapport entre le terrorisme, notamment l'organisation Al-Qaïda et Daesh, dans le rapport avec le régime syrien et irakien et les régimes en général. Aujourd'hui, une fois terminée cette parenthèse, on va aborder l'actualité dans cette région du monde et surtout la politique américaine dont on a abordé les grands titres à un moment donné. Pour ce qui est de la politique de Trump, puisque tout le monde en parle actuellement, et j'ai déjà commencé dans une des causeries à faire la comparaison entre Obama et Trump et la politique catastrophique qui a été menée par Obama durant tout le conflit, surtout syrien, du printemps syrien, ce qui a donné comme conséquence une mainmise de la Russie sur le dossier syrien avec une main-d'œuvre sur place iranienne, puisque Poutine a engagé plutôt son aviation beaucoup plus qu'il n'a engagé des forces terrestres. Pour ce qui est des forces terrestres, il comptait sur l'Iran et ses milices chiites, Hezbollah, etc. Et donc, on était devant une situation, avant cette affaire, on a dit que, c'est-à-dire avant les frappes aériennes qui ont été menées par Trump et son administration, causées par l'emploi des armes chimiques par le régime syrien, on était avant dans une situation un peu dans le flou et dans une situation qui n'était pas tout à fait claire comment la nouvelle administration américaine va organiser ses priorités dans ce conflit. Donc, il était question à l'époque d'un conflit déclenché par Trump contre l'Iran. On l'a vu au début. Ensuite, deuxième point lié à ça, c'est de dire que l'Iran est l'État qui appuie le plus le terrorisme dans la région et qu'il voulait ou il insinuait que en discutant avec les Russes, il arriverait peut-être à mettre un terme à l'interventionnisme iranien dans la région si les Russes se montrent coopérants avec sa nouvelle politique. Il était question aussi, ça c'était dans le flou, de zones de sécurité en Syrie où on peut rapatrier quelques réfugiés syriens, mais ce n'était pas concrétisé. Et le dernier point qui n'était pas clair, c'était justement juste une semaine avant les frappes menées par l'administration Trump, une déclaration explicite de
Tillerson, le secrétaire d'État de Trump, en visite en Turquie à l'époque, qui disait qu'il faut traiter avec le fait accompli en Syrie et que la priorité des États-Unis ne consiste pas à renverser le régime et à déplacer Assad. Et ça allait à l'encontre des déclarations de la représentante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, qui, elle, tenait un discours belligérant vis-à-vis du régime syrien, au moins qui était en opposition avec sa secrétaire d'État. Alors, c'est là où il s'est passé quelque chose sous la table, à mon avis. C'est-à-dire que pourquoi tout d'un coup, d'un discours va-t-on en guerre des États-Unis comme quoi il va se démarquer de Obama et tout d'un coup il aboutit à un compromis par rapport à la présence de Assad dans le pouvoir. C'est que, et ça on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, juste dans Haaretz et les journaux israéliens, on a insinué à l'époque, il y a 2 semaines de ça, comme quoi il y a eu un accord qui a été conclu sous la table entre le régime Assad et Netanyahou. L'intermédiaire, c'était Poutine, qui consistait à dire que le régime Assad s'engagerait pour les années à venir à ne pas laisser un chasseur se balader dans la région du Golan. Alors qu'avant, on entendait des cris de milices chiites à Nujaba qui voulait libérer le Golan si le régime syrien le voulait, quoi. C'était suite aux frappes aériennes israéliennes à l'époque. Tout ça, c'est de la propagande. Ce qui était effectif, c'est que Poutine a essayé, comme il a bluffé Obama dans le temps, à propos des armes chimiques, pour dire que je débarrasse le régime Assad des armes chimiques, alors il n'a rien débarrassé du tout, la preuve actuellement. Et il faisait le même bluff avec ça, justement pour protéger Assad et le garder au pouvoir. Et apparemment, il y avait une écoute dans l'administration, dans une partie de l'administration américaine à l'époque. Au moins du côté du trio, je dirais, le gendre de Trump, qui lui est très sensible aux problèmes israéliens, à la sécurité d'Israël, qui est juif sioniste lui-même, c'est-à-dire le mari de Ivanka, et avec son, je ne dirais pas son patron, parce que le patron maintenant c'est son beau-père lui-même, mais celui avec qui il travaillait en équipe pour mener la bataille, la campagne électorale de Trump, qui s'appelle Steve Bannon, et qui était le stratège en chef à la Maison-Blanche, et qui était très connu pour ses positions racistes contre l'islam, qui était avec Stephen Miller derrière la décision d'interdire l'accès aux États-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans, et qui a fait fiasco aux États-Unis par la suite. Apparemment, il était en orchestration avec l'initiative de Poutine qu'il y ait une entente quelconque entre le régime syrien et que Assad reste, et qu'on continue la bataille contre Daesh. Et on a vu la dernière fois chez qui travaille Daesh. C'était ridicule comme solution, là. Et heureusement, peut-être
que les Russes et le régime syrien ont voulu tester si l'administration Trump a mordu à ce qu'on appelle l'hameçon, quoi. Si ça marche, cet accord implicite avec Israël, et quitte à ce qu'on verra par la suite le problème iranien à tête reposée, quoi. Et le test, c'était de se servir des armes chimiques, là. Et apparemment, ça a donné l'effet contraire, c'est-à-dire, c'est comme si on est venu tester la volonté du nouveau locataire de la Maison-Blanche, comme on faisait avec Obama dans le temps. Mais là, on a eu affaire à un cow-boy là, qui s'est révolté en voyant les dégâts, et que, plus que ça, il n'a pas avalé le fait qu'on le teste. Le vice-président, après les frappes en Syrie, il a tenu une conférence de presse pour dire que pour ceux qui essayent de tester la volonté du président, qu'ils ne savent pas qu'à la Maison-Blanche, on a changé de locataire. Voilà, c'était le message est clair. Alors, les conséquences de ça, tout le monde en parle actuellement, c'est un changement. Des fois, il y a un événement qui vient changer les priorités des agendas des grandes puissances et tout. Et c'en est un. À deux niveaux. D'abord, au niveau interne, il y a eu un changement interne. Déjà, c'était entamé, mais sur une autre affaire, Findlay, qui a été obligé de démissionner pour ses rapports, ou les soupçons de ses rapports avec les Russes, qui avait son influence. Avec ce coup-ci, il y a Bannon qui a sauté, et il a démissionné en début avril, là, 5 avril. Et on entend beaucoup plus parler maintenant au niveau de la sécurité nationale et de stratégie de McMaster, pas tout à fait à sa place, mais pour ce qui est les conséquences de ça, c'est que ça a donné, d'une part, ça a mis à l'aise, si vous voulez, les anciens du Parti républicain et qui étaient en chicane avec Trump. Par exemple, un type comme McCain, qui était dans une confrontation déclarée avec Trump. Actuellement, une fois débarrassé de Bannon, et avec les frappes en Syrie, on le voit bien se ranger du côté du président, pour dire c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est ce que je disais moi, du temps de Obama. Et il ajoute à ça qu'il faut pas oublier d'armer l'opposition syrienne modérée des moyens pour se défendre contre ce genre de régime. Et on entend le même son de cloche du côté démocrate, c'est-à-dire plusieurs sénateurs démocrates qui se sont déclarés après les frappes de la Syrie, pour dire que s'il avait proposé ça au Congrès, on aurait voté pour. Mais on sait maintenant qu'il n'avait pas besoin de proposer, alors que Obama faisait un prétexte à l'époque de dire je vais consulter, je ne sais pas moi, le Sénat et autres. C'était une façon élégante de ne rien faire. Et donc, on est en train d'assister sur le plan interne à une consolidation du nouveau président. Ça, c'est nouveau. Alors que ce n'était pas évident avant. Il y avait des manifs dans les rues pour dire « il est fou, on ne veut pas de lui », etc.
apparemment, c'est là où ça se joue, la politique étrangère qui peut résorber une crise interne, et d'autre part, ça repose le problème dont on a parlé au début, qu'on ne fait pas de la politique sans employer la force. Mais sinon, on entre dans un club à la Obama, quoi, pour discuter des choses de la vie, quoi. Sur le plan international, les conséquences sont énormes. On est en train d'assister au début de la chose. C'est surtout s'il y a une suite, toujours au conditionnel, il ne faut pas s'exciter. Mais les conséquences, c'est la première, et je termine par ça, quitte à compléter la prochaine fois, parce que ça mériterait ça, c'est que de l'occultation du rôle américain depuis des années, du temps d'Obama, au moins dans le dossier syrien, sinon dans d'autres dossiers dans la région du monde arabe, on assiste maintenant à une nouvelle façon de se positionner pour les États-Unis comme grande puissance dans ce dossier, de dire « je suis là, j'ai mon mot à dire », à commencer à négocier avec les Russes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que cette décision de frapper et le nouveau discours qui a suivi, est-ce que ça a fait sauter en l'air l'initiative de Poutine de rapprocher Netanyahou de Bachar Assad pour sauvegarder la tête de Bachar Assad ou pas? Ça, c'est intéressant à suivre, puisque ce qu'on entend maintenant comme discours presque quotidien de l'administration américaine, c'est de dire, Tillerson l'a formulé hier avant d'aller à Moscou, et de dire c'est fini pour la dynastie Assad. Ils n'ont plus aucun avenir politique dans la Syrie. Et on va continuer la prochaine fois les conséquences que ça crée, le rapport lorsqu'on mélange ou lorsqu'on essaye d'appuyer une politique quelconque par les moyens militaires qui vont avec une grande puissance telle que les États-Unis. Ça change la donne, je crois. Merci.